Du coup, si je te dis le mot Haïdé, ça te fait penser à quoi? En fait, ça me fait penser à une chanson, du groupe Clavier Orchestar, qui est un groupe de rock, yougoslave, slash bosniaque, qui a fait une chanson qui s'appelle Soldatski Bal et en fait, je l'ai écoutée un peu par hasard parce que je passais leur discographie après qu'on ait discuté du podcast et en fait, ils répètent ce mot plusieurs fois dans la chanson et je me suis dit: «Mais je connais ce mot maintenant». Ça m'a vachement étonnée de le retrouver là, mais voilà, c'est un groupe que j'adore, vraiment, que j'ai découvert un peu par hasard et voilà, un de mes groupes préférés de ces derniers temps. OK. Ouais, parce que du coup, on en a pas encore parlé de ça, mais tu es passionné de musique, tu fais pas mal de vidéos et de lives Mmh, en parlant musique, notamment tes lives Twitch où tu fais des, hem, des playlists, mmh. pendant que tu discutes un peu avec ta commu. Est-ce qu'il y a des groupes qui t'ont marqué récemment? On va parler musique un peu, du coup, on va en profiter. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est, le podcast de Haïdé pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à l'Ukraine en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie allons-y. Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Destination Est. On est aujourd'hui avec Charlotte. Salut Charlotte, comment ça va? Salut, très bien et toi? Ça va super, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es et de quel pays tu vas nous parler aujourd'hui? Oui. Alors je m'appelle Charlotte, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Merci Citron, sur laquelle, je parle de mon apprentissage du russe et de mes voyages, et du coup aujourd'hui je vais parler de la Russie. Yes, eh ben allez. Est-ce que tu peux nous dire aussi quelques mots sur ce que tu fais dans la vie? Du coup, donc tu disais que tu as une chaîne YouTube. T'es aussi sur Twitch? Oui, c'est ça, exactement. Une émission sur Twitch, sur laquelle je parle notamment de musique russe, voilà. Ok, Donc j'ai un contenu orienté autour de la Russie et des pays, slaves de façon générale, en fait. ok. Est-ce que tu es originaire de ces pays ou pas du tout? Non, pas du tout, j'ai aucun lien avec, aucun pays slave, c'est vraiment un intérêt qui est venu, voilà, au fur et à mesure du temps. Ok. T'es déjà allé en Russie Oui, aussi? alors, effectivement, j'ai eu la chance d'y aller en février 2020, avant que le monde change, voilà, de façon définitive. Donc j'ai eu de la chance, je suis allée une semaine à Saint-Pétersbourg, vraiment au tout début du coronavirus, quand on en parlait encore, très peu et voilà, j'ai eu la chance d'aller là-bas. Yes, ça t'a plu? C'était la première fois Oui, que t'allais en Russie, du coup? oui, oui, oui. Et la première fois que j'allais si loin toute seule aussi, donc c'était vraiment une aventure. Mais ça m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup aimé mon voyage. Yes. Et du coup, donc on peut voir aussi sur à la fois sur ta page YouTube et sur ton compte Twitter que tu mets beaucoup en avant le voyage en train pour aller en Exactement. Russie. Est-ce que tu y allais en train justement? Non, non, effectivement, je suis allée en avion, mais de toute façon, j'aurais pas vraiment pu le faire parce que c'est un peu compliqué. Ça fait plusieurs années que, en fait, il y a un train qui existe qui part de Paris, qui va jusqu'à Moscou. Mais en fait, d'un point de vue diplomatique, on peut pas traverser la frontière entre la Biélorussie et la Russie si on n'a pas un passeport biélorusse ou russe. Donc du coup, de facto, on se retrouve en infraction des règles diplomatiques et on n'a pas trop envie, surtout à ces endroits-là. Donc les Russes et les Biélorusses peuvent l'emprunter, mais les autres ne peuvent pas prendre ce train. Donc sinon, ils font vraiment faire des détours, je pense. Et là, du coup, ça fait vraiment un sacré voyage, quoi. Donc j'aimerais bien, mais factuellement, c'est pas possible, quoi. Donc c'est le dernier voyage en avion que j'ai fait, ouais, Ok, voilà, en 2020. ok, ok. Alors pourquoi avoir choisi la Russie? Qu'est-ce qui te passionne sur ce pays?
Bah, je sais pas si c'est moi qui l'ai choisi ou si c'est la Russie qui m'a choisi. Ben, ça fait des années en fait que je suis hyper intéressée par la culture russe, par l'histoire russe. En fait, quand j'étais ado, j'ai lu un roman russe qui s'appelle La Lumière des Justes d'Henri Troya. En fait, c'est un auteur franco-russe qui est pas très connu en France ni même en Russie en fait, mais ça m'a beaucoup marqué. Lui, c'est un auteur du début du XXe siècle, mais en fait, son histoire se passe au début du XIXe siècle. On est plongé dans une histoire romantique entre un officier russe et une française. Ils sont déportés en Sibérie. Enfin voilà, il y a plein d'histoires un peu tristes, mais voilà, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Ensuite, j'ai lu les classiques de la littérature russe et au fur et à mesure des années, vraiment, il y a une graine voilà, qui a été plantée, qui s'est développée et récemment, donc ça fait 1 an et demi que j'apprends le russe. C'est pas facile, j'imagine. Bah, moi j'adore en fait. OK. Je sais qu'il y a beaucoup vraiment cette idée que le russe est une langue difficile, mais pour moi en fait ça dépend des sensibilités des gens quoi. Si on a un intérêt pour la culture russe, si on aime apprendre les langues, découvrir des nouveaux systèmes de grammaire, etc. Pour moi c'est pas difficile quoi, vu que ça m'intéresse énormément, hein, j'aime bien. Alors que des langues plus faciles comme l'espagnol ou l'allemand, si on n'a pas d'intérêt particulier, bah on va pas être motivé, donc pour nous ça va être difficile. Et je trouve justement c'est ça qui est intéressant, c'est découvrir un système qui est totalement différent de langue latine et en même temps j'ai quand même trouvé plein de points communs. Il y a plein de mots qui viennent du français, des mots qui viennent de l'anglais. Enfin, il y a plein de passerelles. Et maintenant, enfin, je regrette pas du tout d'avoir commencé et j'adore cette langue-là. Yes. Et du coup, comment tu fais pour, apprendre une nouvelle langue? Est-ce que tu es sorti aujourd'hui du système scolaire ou pas du tout? Oui, ça fait longtemps que longtemps que j'ai fini mes études en 2018, que j'ai fini la fac. Donc ouais, c'était pas du tout dans un cadre scolaire. En fait, j'ai appris toute seule. J'ai acheté un livre à 6 000. À la base, je voulais juste apprendre l'alphabet cyrillique, vraiment juste ça. Mais je me suis rendu compte que je pouvais pas m'arrêter là et que j'étais obligée de continuer et apprendre le russe. Du coup, j'ai acheté un livre à 6 000 et ça permet vraiment d'acquérir les bases au fur et à mesure. J'ai commencé quand on était encore dans un deuxième confinement, je crois. Donc en fait, 1 heure par jour, même plus, bah, j'avais une leçon à faire tous les jours, des écoutes à faire pour s'habituer à la langue, aux sonorités, etc. Et du coup, au bout de 3 mois, bah, j'avais déjà un peu une meilleure approche de comment fonctionne la langue. Et après, j'ai continué avec des exercices de grammaire. Et là, normalement, à la rentrée en octobre, je vais commencer des vrais cours. Voilà, pour pouvoir pratiquer, parce que justement c'est ça le problème, c'est que même si maintenant j'ai le bagage théorique, que je connais la grammaire, les déclinaisons, bah, j'ai jamais l'occasion de parler vraiment. Donc j'aimerais bien voilà, trouver des gens avec qui parler russe pour m'entraîner. Et est-ce qu'il y a un objectif derrière d'aller s'installer en Russie ou de vivre là-bas Bon, quelque temps? bah là c'est un peu compliqué. Ouais. Même si je voulais faire ça, ça a été un peu voilà, contrecarré par les événements. Mais non, déjà le simple fait d'apprendre une nouvelle langue, de pouvoir consommer du contenu, potentiellement même rencontrer des gens sur Internet, pouvoir échanger avec eux, ça ouvre déjà pas mal d'opportunités, même sans y aller. Donc rien que l'intérêt culturel et linguistique, ça me pousse à continuer. OK. On va revenir sur ce voyage un peu, qui t'a fait découvrir la Russie. C'est Oui. quoi la chose qui t'a le plus marqué, en Russie une fois que tu étais sur place? Bah, franchement, j'ai vraiment adoré cette ville. D'habitude, jusqu'alors, quand je partais en vacances, bah voilà, j'allais dans une destination pendant 1 semaine, je revenais et puis je me disais, ah bah voilà, j'ai fait mon voyage, c'est chouette. Mais là, vraiment, je me suis dit, c'est incroyable, quoi. Je me verrais totalement habiter dans cette ville. Je me sentais hyper à l'aise alors que c'était tellement loin de chez moi. Et à l'époque, je parlais vraiment pas du tout russe, je savais pas lire le cyrillique, donc vraiment, j'étais totalement dépaysée. Mais je trouve que c'est un endroit hyper agréable. En même temps, c'est une ville qui est très européenne dans son architecture. Voilà, même dans son histoire, elle était pensée justement pour être ouverte vers l'Europe. Des architectes italiens, français sont venus pour construire des bâtiments là-bas, donc c'est totalement différent. Et en même temps, voilà, on sent qu'on est encore dans la partie occidentale de la Russie. Et c'est vraiment une ville incroyablement charmante, quoi. Il y a plein de musées en termes culturels, c'est hyper riche. Et puis c'est ouais, je la trouvais hyper belle quoi. J'étais là du coup au mois de février, en fait j'aurais aimé vivre un hiver russe vraiment froid avec de la neige et tout. Mais en réalité, il a quasiment pas neigé, mais voilà, le charme était quand même présent, les canaux gelés, c'est vraiment magnifique. Donc j'ai adoré toute l'atmosphère, même sans parler russe, je trouvais ça génial. Ouais. Alors c'était quoi tes 3 coups de cœur de la ville?
Bah, déjà, je dirais le musée de l'Ermitage, ça, c'était vraiment mon objectif principal, parce que déjà, c'est un musée incroyablement renommé, un des plus grands musées du monde, rien que le bâtiment est magnifique et surtout, mon artiste préféré, c'est Matisse et je savais qu'il y avait une sacrée collection de Matisse au musée de l'Ermitage. Même avant d'apprendre le russe, avant de m'intéresser en détail à la culture russe, je m'étais dit: «Un jour, il faudra que j'y aille pour voir les toiles de Matisse», donc vraiment, j'ai adoré, j'ai passé la journée là-bas, c'est vraiment immense, quoi. Et c'était super, j'étais quasiment toute seule. Voilà, le mois de février, je pense que c'est un mois creux pour le tourisme, donc c'était vraiment super. Sinon, la deuxième chose, bah, je dirais simplement se promener au bord des canaux, voir l'architecture. Il y a plein de bâtiments colorés. Ça aussi, c'est chouette quand même. Quand il fait pas beau, en réalité, bah, il y a un peu de couleur autour de nous, donc c'est vraiment génial. Et puis la troisième chose qui est assez insolite, c'est le métro, parce que oui, à une époque, je vulgarisais le transport ferroviaire sur ma chaîne YouTube, donc voilà, j'ai un intérêt pour le train, le métro, et celui de Saint-Pétersbourg, bah, il est très dépaysant parce qu'il est incroyablement profond, comme il faut justement passer sous les canaux. Bah, on passe au moins 5 minutes en fait à prendre l'escalator pour déjà arriver sur les quais du métro. Enfin, c'est vraiment une atmosphère très spécial. J'ai pas forcément vu, j'ai pas pris les lignes, je pense, où il y avait les plus belles stations, mais de toute façon, voilà, le métro de Saint-Pétersbourg et celui de Moscou, ils sont connus pour être vraiment magnifiques. Et c'est vrai que c'est une expérience à vivre, quoi. OK. Est-ce que tu avais une routine particulière quand tu étais là-bas? Bah, en fait, pendant mes voyages, c'est un peu toujours la même chose. C'est que souvent, j'aime bien, voilà, aller prendre le petit déjeuner dans un café, profiter un peu de l'atmosphère, me promener. Je trouve que simplement se promener dans une ville sans forcément avoir d'objectif en tête, ça permet bien de capter l'atmosphère, de tomber sur des petites rues, voir comment les gens habitent là-bas. Enfin, voilà. Comme j'aime beaucoup aussi juste m'intéresser à l'architecture, bah, simplement se balader, j'aime bien ça. Et puis après, je pense que j'ai dû faire 6 musées en 7 jours, quelque chose comme ça. Donc j'avais au moins un musée à faire par jour. Ça, c'était vraiment chouette. Cool. Bah, on a l'impression en tout cas que tu as bien profité de ce voyage. Ouais, c'est clair. Du coup, est-ce que tu as des lieux de sortie, un musée, une salle de concert ou un festival à nous conseiller? Bah, à Saint-Pétersbourg, je pense du coup l'incontournable, c'est le musée de l'Ermitage, qui était voilà, vraiment incroyable comme expérience, qui se voulait un peu comme aussi beau que le château de Versailles, quoi. Mais en vrai, moi, je préfère largement le palais d'hiver parce que cette façade bleue, là, c'est quand même incroyablement magnifique. Donc, je pense que c'est un incontournable. Et après, en fonction des sensibilités, il y a le musée russe où là, c'est vraiment tous les artistes russes qui sont exposés. C'est vraiment immense. Il y a plein de choses à découvrir. J'avais fait le musée d'histoire politique aussi, qui était vraiment chouette. Donc, ouais, je pense que il y en a pour tous les goûts. Et puis même aussi se promener pour aller voir ça, j'adore les églises orthodoxes d'un point de vue architectural. Donc là, vraiment, on est servi, il y a de quoi faire. Et elles sont vraiment toutes magnifiques. Donc ça aussi, c'est hyper chouette. OK. J'ai vu que tu avais pas mal aussi visité, la région d'Europe de l'Est. Oui, exactement. Tu es allé où? Tu es allé dans quel pays déjà? Bah alors en fait, j'ai commencé l'année dernière. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire un tour d'Europe en train, en partant de l'Allemagne. Et du coup, l'année dernière, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la République tchèque, et je suis revenue ensuite par le sud de l'Allemagne. Donc j'ai essayé de faire un tour un peu logique. Et cette année, j'ai retenté l'expérience. Je suis à nouveau passée à Berlin. Ensuite, je suis allée en Pologne, à Cracovie. Ensuite, je suis redescendue en Autriche à Vienne et j'ai fait un crochet à Bratislava d'une journée. Donc voilà, ça a fait un sacré itinéraire et évidemment, j'adore. J'adore découvrir des nouveaux pays slaves. Ça, c'était vraiment chouette. Yes. Et du coup, tu fais comment? Est-ce que tu prends, pour ces occasions-là, est-ce que tu prends un pass Interrail ou est-ce que tu prends, directement les billets, pour chaque voyage? Tu Non, là, en t'organises, comment? l'occurrence, j'ai pris justement un billet à chaque fois par pays. Le pass Interail, ça dépend en fait. C'est plus ou moins avantageux selon le nombre de pays qu'on va faire, le nombre de jours qu'on prend à voyager. Et là, l'année dernière, j'étais pas sûre que ça m'arrangeait. Peut-être que je verrai ça pour les prochaines fois. Mais du coup, un bon plan que j'ai trouvé et que je partage souvent, c'est qu'en fait, quand on voyage comme ça dans les pays de l'Est ou même dans le reste de l'Europe, il faut aller sur le site de la compagnie nationale et on paie beaucoup moins cher que si on passe par la SNCF. Et du coup, c'est là qu'on peut vraiment constituer un itinéraire hyper avantageux. Parce que là, c'était pas plus de 10 ou 20 euros pour des trajets de 6-7 heures entre les pays, quoi. Donc, je pense que ça vaut le coup.
OK. Et comment tu t'organises ces voyages toi-même? Enfin, par exemple, si tu as envie de voyager dans une ville, mais que tu sais qu'il y a pas forcément de gare ou enfin, comment tu fais du coup pour organiser, ces voyages? Bah, en général, ce que je fais, c'est que j'ai déjà un point de départ, de là où je veux partir. L'année dernière, je savais que je voulais au moins aller à Berlin. Donc du coup, ce que je fais bêtement, c'est que je vais sur Google Maps et puis je regarde les villes dans les pays voisins ou qui peuvent être potentiellement intéressantes d'un point de vue touristique, culturel, et cetera. Et une fois que j'ai commencé à voir un petit peu ce qui pourrait être logique, surtout quand on voyage en train, bah, j'essaie de faire une boucle un peu, voilà, pour éviter de repasser plusieurs fois au même endroit. Une fois que j'ai repéré un peu les destinations qui peuvent m'intéresser, bah, je regarde si les trajets existent en train sur Internet. Donc ça prend pas mal de temps d'organisation, de voir, parce que en fait, il n'y a pas de site qui recense l'intégralité des liaisons ferroviaires en Europe, quoi. C'est seulement des petites parties à l'intérieur d'un pays ou quoi. On n'a pas de carte globale. Donc il faut vraiment faire au cas par cas. J'avais fait Berlin-Varsovie, Varsovie-Gdansk, que j'avais voilà, essayé plein de choses. Et une fois que je trouve des itinéraires qui ont l'air un peu logiques, avec des trajets qui sont pas trop longs non plus, bah du coup j'essaie de terminer ma boucle et après je vais sur les sites des compagnies ferroviaires et réserver mon billet de train. Oui. Je me souviens, moi, à l'époque, c'était en 2008-2009, j'avais pris des passes Interrail pour aller visiter un peu l'Europe de l'Est. Et du coup, à l'époque, on parlait d'une sorte de guide qui était disponible en ligne où il y avait justement tous les horaires de tous les trains qu'il était possible de prendre un peu dans toute l'Europe. Je sais pas si ça existe encore, ce guide, ou pas du tout. Je sais pas, moi j'ai pas eu la chance de tomber dessus en tout cas, mais Yes. En tout cas, je sais pas si, parce que je crois qu'il était mis à jour genre chaque année, parce que c'est vrai que certaines années, il y a des lignes qui peuvent fermer ou Oui, des choses comme ça. Du coup, on va parler gastronomie locale. Est-ce que tu oui, as un plat typique en Russie à nous conseiller? oui. En fait, j'ai quasiment pas mangé russe, j'ai surtout mangé géorgien. C'est ça que j'ai découvert, c'est que les Russes, en tout cas les gens qui habitent à Saint-Pétersbourg, adorent la nourriture géorgienne. Parce qu'en fait, la Géorgie, c'est un peu comme l'Italie de la Russie, quoi. C'est un pays qui est au sud, qui est au bord de la mer Noire. Même quand on regarde en termes de latitude, bah, c'est quasiment aligné avec l'Italie. Et justement, il y a plus de soleil, donc il y a plus de fruits, plus de légumes. Le vin est hyper renommé. Donc, je crois qu'ils adorent alors que c'est littéralement à 2000 kilomètres de Saint-Pétersbourg, quoi. Donc, c'est vachement loin. Mais c'est surtout des restaurants géorgiens qu'on trouve là-bas. Donc, éventuellement, bah, je recommande de tester à Paris ou là où vous habitez un resto géorgien parce que c'est très chouette comme cuisine. Est-ce que tu as un plat vraiment qui ressort ou dont tu te rappelles du nom ou pas? Bah, il y a les espèces de raviolis qui s'appellent des khinkali. Alors en fait, je sais pas comment ça se prononce parce que le géorgien, c'est une langue très spécifique, qui est vraiment unique pour le coup. Mais voilà, c'est des espèces de petits raviolis fourrés, c'est hyper bon. Ok, très bien, on note ça. Est-ce que tu as réussi à rencontrer des locaux sur place? Oui. Alors déjà, de base, moi j'ai un peu de mal avec le fait de rencontrer des gens inconnus, surtout que là, du coup, je parlais pas russe, donc c'était un peu compliqué, mais en fait, la personne qui m'a hébergée sur Airbnb était vraiment hyper sympa. Notamment, il y a un jour où elle accueillait des amis chez elle et du coup elle m'a invité à prendre le petit déjeuner avec eux et du coup j'ai pris le petit déj avec en boisson du champagne, donc c'est la première fois que je buvais du champagne au petit déjeuner. Je sais que les Russes adorent le champagne entre guillemets parce que c'est toute une histoire de en fait les Russes font leur propre champagne, ils veulent pas que le champagne français s'appelle du champagne, enfin c'est tout un bazar, mais voilà, c'était une expérience assez insolite en tout cas. Yes. Est-ce que tu as des conseils à donner à une personne qui aimerait aller en Russie? Alors en ce moment c'est un peu compliqué, du coup je dirais de pas y aller, mais dans l'attente potentiellement pourquoi pas apprendre à lire le cyrillique et apprendre à peut-être carrément apprendre le russe parce que ça peut servir je pense dans le futur. Alors toi, de ton côté, comment tu prépares tes voyages? Bah, du coup, voilà, je fais mon petit itinéraire sur Google Maps, je réserve mes trajets. En fait, en général, je m'y prends pas mal à l'avance et je fais en sorte que tous les déplacements, tous mes Airbnb soient réservés. Comme ça, tout est bien calé. Et après, je me laisse le programme plus libre. Voilà, je vois un peu au jour le jour ce que j'ai envie de faire. En général, j'ai des guides pour m'aider, mais finalement, cette année, je les ai quasiment pas utilisés. C'était seulement en fonction des conseils qu'on me donnait sur place ou des endroits sur lesquels je tombais comme ça en promenant. Donc, j'aime bien faire un peu. Surtout que comme je voyage solo, bah, je fais un peu ce que je veux. Donc, c'est ça qui est bien. Yes. Et qu'est-ce qu'on peut trouver justement dans ton sac à dos?
Bah, justement, cette année-là, c'est la première année où j'ai vraiment commencé à voyager avec un sac à dos. Avant, j'avais une valise, je me suis rendu compte que c'était pas forcément très pratique de la tirer, tout ça. Donc, voilà, j'ai investi dans un vrai sac à dos de voyage, et j'essaie la seule astuce que j'aurais quand je voyage en été, c'est que en fait, j'essaie de trouver des logements où il y a des machines à laver. Comme ça, je sais que j'ai pas besoin d'emmener tellement de vêtements que ça parce que je vais pouvoir les laver sur place. Donc ça permet de voilà, d'économiser de la place et du poids dans le sac à dos. Donc à chaque fois, j'essaie d'avoir cette petite astuce, ça c'est pas mal, ça dépanne. Yes. Et on retrouve ta caméra pour que tu puisses faire ensuite tes vlogs Oui, exactement. pour YouTube. Du coup, ouais, la prochaine question, c'était ça, c'était est-ce que tu documentes des voyages, tes voyages, et est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Bah, je te laisse en parler un peu. Oui, bah, en fait, j'ai fait une vidéo pour toutes mes vacances depuis que j'ai une chaîne YouTube, je pense. Donc, et surtout ces derniers temps, comme je fais beaucoup de voyages solo et surtout du voyage en train, bah, j'ai vraiment tout documenté. J'ai fait des vlogs pour chaque destination pour donner envie aux gens de faire la même chose. Donc ça aussi, ça m'occupe pas mal quand je suis en voyage. Yes. Et du coup, le fait de voyager en train, est-ce que c'est par rapport à quelque chose que t'aimes faire, enfin, passer du temps dans les trains, voir les paysages et tout ça? Ou est-ce qu'il y a aussi une raison écologique derrière, j'imagine? Oh bah, c'est un peu tout à la fois, hein. Mmh. C'est genre, en fait, on se rend pas compte que potentiellement, il y a plein de destinations en Europe qui sont accessibles en train et pas forcément en avion et je trouve ça de plus en plus absurde de prendre l'avion pour, voilà, des destinations qui sont aussi proches. Je me sentirais pas trop de le justifier vis-à-vis de moi-même, en fait. Il y a que les destinations qui sont vraiment loin où là, potentiellement, bon, bah, la Russie, c'est pas possible de prendre le train donc voilà, mais je me dis, ça nous fait reprendre conscience un peu de ce que c'est voyager et du temps que ça prend en fait parce que bah, quand une ville est à 1000 kilomètres, bah, ça prend du temps d'y aller quoi, c'est c'est un peu logique. Et puis le train c'est beaucoup plus confortable quoi, on peut regarder le paysage, on peut lire, on peut travailler sur sa grammaire russe, enfin voilà, il y a plein de choses à faire quand on est dans le train. De toute façon, bah voilà, moi j'aime le train, j'aime découvrir un peu comment ça fonctionne dans les pays, j'aime tester d'autres compagnies ferroviaires. Donc pour moi, c'est toujours un bonus quoi. Donc tu disais tout à l'heure qu'il y avait ce livre qui t'a vraiment donné envie de voyager, notamment en Russie. Est-ce qu'il y a une autre série, un film, une vidéo ou un autre livre qui t'a donné, dès que enfin, quand t'étais jeune aussi, une autre envie de Bah, en voyage? fait, alors c'est une recommandation, c'est un peu étonnant, mais ce qui m'a surtout donné envie d'aller à Saint-Pétersbourg, c'est Crime et Châtiment de Dostoïevski, c'est mon roman préféré. Et en fait, bah, l'action se passe à Saint-Pétersbourg, et du coup, je m'étais dit, en fait, à l'avance, j'ai pas vraiment trop regardé à quoi ressemblait la ville, j'avais pas envie de me spoiler. Je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien savoir à quoi ressemble la ville dans laquelle se passe le roman. Et juste avant de partir en Russie, en fait, j'ai justement lu Crime et Châtiment et voilà, ça m'a pas mal intriguée. Donc c'est ça qui m'a donné envie de partir, même si c'est pas du tout, voilà, c'est un peu décorrélé du voyage comme voilà comme sujet, mais ça m'a pas mal intriguée. Et du coup après j'ai relu Crime et Châtiment une fois que j'y suis allée en me disant ah bah voilà maintenant je sais placer parce qu'il y a pas mal d'indications en fait qui existent encore aujourd'hui quoi, même si évidemment tout a changé. On peut regarder la carte et essayer de retracer un peu les itinéraires du protagoniste. Même dans la ville en fait il y a moi j'habitais juste à côté de la maison où était censé vivre le personnage principal. Et donc, il y a carrément voilà, une sorte de petite statue où il y a marqué ici a vécu Raskolnikov, le personnage principal de Crime et Châtiment. Donc, c'est rigolo qu'on peut vraiment faire un parcours Dostoïevski quand on se promène à Saint-Pétersbourg. Et ça, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu as des voyages programmés dans les prochaines semaines, prochains mois? Mmh, alors en fait, je me demandais si je retournerais pas à Berlin parce que c'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Là, c'est la deuxième fois que j'y allais donc cet été et je trouve que c'est vraiment génial. C'est une ville qui est immense, il y a plein de choses à faire. Il y a vraiment une offre culturelle incroyable, il y a plein d'espaces verts. Enfin voilà, je pense qu'on peut y retourner vraiment plein de fois et sans épuiser toutes les ressources qu'il y a là-bas. Et sinon, plus généralement, j'avoue que je suis pas mal intéressée par les Balkans, donc j'aimerais bien essayer de voir si c'est pas possible justement d'y aller en train pour voilà, découvrir un peu plus ce coin-là. Ça me tente pas mal. Alors si tu trouves des tips pour y aller justement en train, moi je suis preneur. Je sais que c'est des destinations qui sont assez compliquées.
Mmh. Bah, par exemple, avec mes potes, là, quand on était partis 2008-2009 à peu près, on avait réussi à aller en Hongrie, jusqu'en Hongrie en train, notamment en prenant un train de nuit à partir de Zurich. Après, pour descendre sur les Balkans, on avait réussi à descendre jusqu'à Zagreb et de Mmh. Zagreb même jusqu'à Split, parce qu'il y avait une Mmh. ligne de train qui existait entre Zagreb et Split à l'époque. Mais pour d'autres destinations, je sais que c'est plus compliqué. Et pour autant, dans certains autres pays, comme par exemple en Serbie, ils ont inauguré récemment une ligne entre Belgrade et Novi Sad qui met une quarantaine de minutes, qui est complètement neuve, qui est de plus en plus utilisée par les Serbes. Mais pour arriver dans certaines grandes villes, Mmh. ça peut être compliqué certaines fois. Ouais, ça commence à faire un peu loin. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus sur ce prochain voyage-là, si tu arrives à le faire. Du coup, si je te dis le mot Haïdé, ça te fait penser à quoi? En fait, ça me fait penser à une chanson du groupe Clavier Orchestar, qui est un groupe de rock yougoslave slash bosniaque, qui a fait une chanson qui s'appelle Soldatski Bal. Et en fait, je l'ai écoutée un peu par hasard parce que je passais leur discographie après qu'on ait discuté du podcast. Et en fait, ils répètent ce mot plusieurs fois dans la chanson et je me suis dit, mais je connais ce mot maintenant. Ça m'a vachement étonnée de le retrouver là. Mais voilà, c'est un groupe que j'adore vraiment, que j'ai découvert un peu par hasard. Et voilà, un de mes groupes préférés de ces derniers temps. Ok. Ouais, parce que du coup, on n'en a pas encore parlé de ça. Mais t'es passionné de musique, tu fais pas mal de vidéos et de lives Mm, en parlant musique, notamment tes lives Twitch où tu fais des, euh, des playlists mm. pendant que tu discutes un peu avec ta commu. Est-ce qu'il y a des groupes qui t'ont marqué récemment? On va parler musique un peu, du coup, on va en profiter. Oui, bah justement, en fait, une de mes recommandations culturelles globales, c'était le groupe Pilimotka. En fait, c'est un groupe de cold wave slash post-punk russe qui vient de Yekaterinbourg en Sibérie et qui va bientôt sortir un nouvel album. Et vraiment, c'est un de mes groupes préférés depuis que je me suis intéressée à ce courant musical. Euh, Vraiment hyper chouette. Ils sont jamais venus en France, malheureusement, en concert, mais j'espère un jour peut-être. Et comment tu fais pour découvrir ces nouveaux artistes? Bah, en général, c'est grâce à Spotify et aux recommandations parce que il y a pas mal d'outils. Il y a notamment les découvertes de la semaine ou le radar des sorties qui propose plein de chansons qui sont normalement qui collent à nos goûts. Et en l'occurrence, l'algorithme fonctionne vraiment bien parce que je découvre vraiment des choses toutes les semaines que je trouve incroyables. Donc, c'est vraiment hyper chouette. Donc, c'est surtout grâce à ça en fait. Et est-ce que ça t'arriverait de voyager pour aller voir un groupe ou pouvoir aller voir un Hmm. festival à certains endroits? C'est une bonne question. Le problème, c'est que les artistes russes, ils se produisent pas trop hors de Russie, même avant tous les événements récents. Voilà, ils sont quand même un peu circonscrits à leur propre pays, donc c'est un peu compliqué d'y aller. Donc, en général, j'attends qu'ils viennent à Paris ou potentiellement, bon, je peux faire un crochet à Bruxelles si besoin, mais ouais, ouais, pour le moment, j'ai pas encore organisé de voyage autour de la musique. Hmm. Ouais. Le seul groupe qui vient de ces pays, enfin, qui vient du coup pour le coup de Biélorussie et qui se fait connaître vraiment au niveau européen, voire au niveau international, qui a été connu notamment grâce à TikTok, c'est Molchat Doma. Oui. Cet été, par exemple, moi, je les ai vus 2 fois en festival. Donc, ils commencent vraiment à beaucoup tourner, notamment en Europe de l'Est. Mhm. Ouais, Je je sais les pas ai vus si... aussi en concert au Ok. Tramendo. Yes, donc ils sont déjà passés en France. Oui, oui, C'était, oui. euh, c'était en quelle année? C'était en novembre de l'année dernière, Ok, 2021. ok, Et je devais ok. aussi voir Motorama, mais ça a été annulé. Enfin, c'était reporté, puis annulé. Et je devais voir Plora aussi, qui est un groupe de post-punk qui vient de Novosibirsk. En fait, ça devait avoir lieu en février de cette année, et ça a été annulé à cause des mesures sanitaires en France, qui ont été levées une semaine après. Donc voilà. Et Ouais. après, c'était la guerre, donc littéralement, je sais pas quand je les verrai, mais j'étais un peu dégoûtée. Voilà. Et est-ce qu'il y a du coup, donc il y a cette scène New Wave, post-punk qui existe un peu, Mm. enfin qui existe vraiment beaucoup en Russie et en Biélorussie. Est-ce que tu la trouves dans d'autres pays d'Europe de l'Est aussi, ou est-ce que c'est seulement dans ces pays-là? Ben ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment.
un courant qui prend bien, en tout cas chez les russophones. J'ai découvert un peu récemment de musique polonaise, mais c'est plus des groupes de rock des années 80. Ouais, j'aime aussi pas mal la musique des années 80, c'est comme Plavi Orchestra, c'est des groupes plus anciens. Mais j'ai l'impression que la scène, elle est vraiment hyper active plutôt chez les russophones. En tout cas, c'est un style qui se marie tellement bien avec la langue russe, quoi. Ça marche parfaitement bien. Même le concept de doomer, bah voilà, ça a été quand même pas mal repris et approprié par les Russes. Donc, j'écoute quasiment pas en anglais parce que ça m'intéresse pas trop. Mais c'est vrai que dans les autres pays de l'Est, bah, j'aimerais bien en découvrir, pourquoi pas. Mais pour le moment, voilà, j'en ai pas encore trouvé. J'attends que Mhm. Spotify c'est souvent, chaque semaine, ils proposent d'autres nationalités. L'autre fois, il m'avait proposé du rock lituanien. Ça, j'ai bien aimé aussi. Après, voilà, de la musique polonaise. J'attends de voir ce que Spotify va me proposer la semaine prochaine. Ok. Ce que je peux te conseiller aussi, c'est de regarder un peu les programmations des festivals de showcase et de conférences, où pour le coup, vraiment, les scènes indépendantes sont invitées. C'est vraiment des artistes indépendants qui sont pas dans des gros Mm. labels, qui commencent tout juste leur carrière, qui sont invités dans ces genres de festivals. Et du coup, si tu regardes la programmation, tu peux te faire une idée un peu de ce qui se passe au niveau du pays. Mm. Donc ça peut être hyper intéressant aussi. Tu fais partie des passionnés d'Europe de l'Est. Comment elle t'est venue cette passion en dehors des livres que tu as lus sur ces régions-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que cette passion elle est venue Bah, ce que je trouve assez incroyable, justement, c'est la richesse de la culture des pays slaves de façon générale. Typiquement, bah, quand j'ai commencé à apprendre le russe, je pensais que j'apprenais une seule langue. Et en fait, on se rend compte que d'un point de vue culturel et linguistique, bah, ça ouvre la porte à finalement toute une famille qui est hyper passionnante, hyper intéressante. Je vois plein de liens entre les différentes langues. C'est vraiment voilà, une zone géographique que je trouve hyper intéressante et j'ai l'impression les gens voilà, oublient un peu que voilà, il y a cette partie de l'Europe qui existe et qu'il y a plein de choses à découvrir là-bas. Voilà, le fait que ce soit aussi riche, vraiment, ça me passionne, quoi. Mais surtout, il y a énormément de clichés à casser sur ces régions-là. Je voulais te lancer un défi avant de terminer le podcast, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cet enregistrement. Est-ce que tu peux m'apprendre quelques mots dans la langue russe, du coup? Oui. Bah alors le mot de base, ça serait de dire pliviet. Pliviet, ça veut dire salut, voilà, pour saluer Ok. de façon un peu informelle. Ça peut servir. Sinon, un mot que j'adore, c'est ptitsa. Parce que déjà, je trouve que c'est trop mignon. Et en fait, ça veut dire oiseau, Ok. ptitsa. Ça. En général, voilà, quand je parle des mots de la langue russe que j'aime, je dis celui-là. Et aussi, j'adore le mot sonce, qui veut dire soleil. Voilà. Et je trouve qu'on le sent un petit peu dans le mot, que voilà, on comprend un peu ce que ça veut dire, parce que, comme je disais, il y a plein de liens linguistiques entre le russe, le français. Voilà, donc ça, j'adore. Et sinon, tansevat, qui veut dire danser, parce que ça vient Tansevat. aussi du vieux français. Voilà. Ok. Ok, ok. Il y a une petite racine allemande aussi, germanique, non, dedans? C'est possible. C'est vrai que souvent, quand je regarde l'étymologie, on voit qu'il y a pas mal de mots qui sont empruntés du français via l'allemand, Ouais. Enfin, il y a plein de... Ah oui, et sinon, kino, qui veut dire cinéma, Ouais. voilà, qui est emprunté de l'allemand, du coup. Ok, ok, ok. Et Et qui est du coup, aussi un groupe de post-punk, de rock, kino. Voilà. yes. Du coup, AID, ça veut dire on y va, let's go. Comment tu traduirais ça en russe? Ah, Si t'es bah je dirais arrivé. Davai. Ouais, Davai, ouais. C'est ce Je qu'on pense que dit. ça doit être à peu près ça l'esprit. Yes. Bon, bah, pour terminer ce podcast, est-ce que tu as une recommandation à nous faire, qui peut être une chanson, un compte Insta, une chaîne YouTube, n'importe quoi, enfin, tout ce que tu veux. Oui. Bah, je dirais d'écouter donc le groupe dont j'ai parlé, Pilimotka, parce que j'ai remarqué que souvent les gens accrochent pas mal à ce groupe-là, même quand ils connaissent pas trop la cold wave, le post-punk. Et ce qu'ils font, c'est vraiment génial. Il y a beaucoup de synthé, il y a beaucoup de chansons mélancoliques, nostalgiques, vraiment des choses que j'adore. Et sinon, de façon plus globale, si vous êtes parisien ou que vous avez l'occasion d'aller à Paris, je vous conseille d'aller à la librairie du Globe, qui est située dans le 3e arrondissement, boulevard Beaumarchais. Donc c'est une librairie sur la littérature russe et de façon générale sur l'histoire soviétique. Donc il y a plein de livres incroyables, de beaux livres, et aussi de littérature, de livres en langue russe. Un endroit que j'ai découvert par hasard. C'est assez incroyable, mais c'était vraiment par hasard et j'ai adoré. Donc, je vous conseille de passer là-bas.
Cool. Et on vous conseille aussi d'aller suivre la chaîne YouTube Merci Citron Oui. et d'aller te trouver aussi sur Twitch. On mettra tous les liens dans la description. Et sur Twitter aussi, où t'es pas mal présente. Merci beaucoup en tout cas, Charlotte. Merci de m'avoir accueilli, c'était chouette. Cool. Et à bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi à notre invité pour cette belle histoire. Enfin, merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. Vous pouvez aussi suivre AID sur les réseaux sociaux, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite, à bientôt.